Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres. Faut-il maintenir les filles mères à l'école? Cette question est au cœur d'une vive polémique sur la toile causée par le tout dernier circulaire du secrétaire général de l'Éducation nationale qui relance ce débat. Dans ce journal, votre rédaction éclaire les lanternes. Et puis la mise en œuvre effective de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et Rwanda préoccupe de plus en plus le gouvernement congolais et la communauté internationale. C'est ce qui explique le tête-à-tête entre Judith Souminois et le panel des facilitateurs de l'Union africaine et une délégation religieuse américaine. Vous aurez les détails. Toujours dans l'actualité, un pas crucial pour la santé infantile à RDC. Le protocole national sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë, édition 2025, vient d'être validé sur financement de l'OMS et PAM. Cet outil unique et innovant marque un tournant majeur dans la lutte contre la malnutrition infantile en RDC. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette vive polémique autour de la récente circulaire du secrétaire général de l'Éducation nationale qui relance le débat sur le maintien ou non des filles mères à l'école. Entre adhésion et contestation sur les réseaux sociaux, nous faisons le point sur les enjeux éducatifs et juridiques de cette décision. Suivez. À travers une correspondance adressée aux directeurs provinciaux, le secrétaire général de l'Éducation nationale instruit désormais les écoles de ne plus exclure les filles enceintes ou mères. Objectif, garantir leur droit à l'éducation et leur permettre de terminer leur cursus scolaire conformément aux engagements de la RDC en matière d'éducation inclusive. Cette décision fait réagir sur X, anciennement Twitter, les opinions se divisent. Certains saluent une mesure progressiste qui protège les droits des filles, d'autres dénoncent une décision qui, selon eux, risque d'encourager la débauche et de compromettre la discipline scolaire. Des débats passionnés qui montrent que la question touche à la fois la morale, la culture et la loi. Pour les défenseurs de cette mesure, l'exclusion n'est pas une solution, au contraire. Des études montrent que rejeter une fille enceinte l'expose à la pauvreté, à la marginalisation et augmente le risque de mariage précoce. À l'inverse, la réintégration scolaire favorise son autonomie, brise le cycle de la pauvreté et profite à l'ensemble de la société. En RDC, cette mesure repose sur des textes clairs. Selon Maître Dominique Kajemba, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, la Constitution garantit le droit à l'éducation pour tous, sans discrimination. Le ministère de l'Éducation nationale n'a violé aucune loi. Il faut juste noter que le ministère de l'Éducation nationale n'est fait qu'appliquer la loi et justement dans le bon sens pour garantir l'inclusivité scolaire à ces jeunes filles qui sont victimes de cette situation, parce que exclure une élève en raison de grossesse reviendrait carrément à violer le droit fondamental qui veut que chaque Congolais ait accès à l'éducation sans discrimination. Et ce serait justement aggraver les inégalités de genre que nous vivons déjà pas dans la société mais dans le système éducatif où les jeunes filles sont quelquefois marginalisées. Alors donc c'est une décision salutaire, mais maintenant il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement parce que c'est vrai que c'est une manière pour donner une seconde chance à cette fille. Il faudrait qu'il y ait un accompagnement, pas que pédagogique, mais il faudrait qu'il y ait aussi un accompagnement psychologique, mais aussi sensibiliser les familles sur les conséquences d'une telle décision. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, la jeune fille grosse qui va se retrouver à l'école, elle sera peut-être victime des moqueries et elle risque de perdre confiance en elle-même. Alors il faudra, au-delà de la mesure qui vise l'inclusivité, qu'il y ait d'autres mesures d'accompagnement qui visent justement à encadrer la jeune fille et lui accorder une seconde chance. Pour cet avocat, la circulaire du secrétariat général ne crée donc pas un droit nouveau, elle rappelle simplement une obligation légale et morale. Allez, on va prendre le large avec cette information. Imae ONG Ituri s'inquiète et exprime ses vives préoccupations sur les potentiels risques de perturbations dans la tenue des évaluations certificatives du TENASOSP et de la session ordinaire de l'examen d'État. Suivez. En effet,
Malgré l'annonce de cette mesure en faveur des finalistes des provinces de Nord Kivu et de Sud Kivu, la mise en œuvre effective dans notre province tarde à se concrétiser. Ce qui pourrait compromettre la préparation et la participation de nombreux élèves à leur évaluation finale. Un tel retard pourrait non seulement affecter la crédibilité du processus éducatif, mais aussi mettre en péril l'avenir scolaire de nos jeunes. Le secrétariat provincial de l'EMAI Touri appelle donc toutes les autorités concernées et à accélérer le traitement de ces dossiers, à renforcer la coordination entre les acteurs administratifs et éducatifs et à garantir que cette mesure soit appliquée dans les délais impartis. Il est crucial que nous évitons toute la perturbation qui pourrait compromettre les droits de l'éducation de nos élèves et la réussite de leur année scolaire. EMAE Ituri reste mobilisé pour accompagner et à suivre de près la mise en œuvre de cette initiative et efficace pour assurer la continuité du système éducatif dans notre province. Allez, on va parler de la célébration ce mardi 15 juillet de la Journée internationale des compétences de jeunes. Cette journée met en lumière l'importance de doter les jeunes des compétences essentielles pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat. Initiation de jeunes à l'intelligence artificielle et au numérique est le thème retenu pour cette année. La compétence des jeunes ne passera pas inaperçue en cette journée de mardi 15 juillet. Elle est plutôt à l'honneur, car c'est une journée internationale lui dédiée. Dans un univers où plus de 70% des jeunes ont difficile à se situer sur le plan des compétences ou même de l'emploi, cette journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015 est une opportunité pour améliorer la vision des choses. En 2025, 10 ans après, le thème arrêté pour la présente célébration est l'autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences numériques, un thème qui tombe à point nommé. Car il convient de préparer la jeunesse à un avenir façonné par l'intelligence artificielle. En République démocratique du Congo, les institutions telles que l'éducation nationale, la formation professionnelle et la jeunesse ont là une occasion de fournir aux jeunes les opportunités de renforcer les compétences nécessaires en accédant au panel de travail. L'État congolais peut également aider des entreprises et communautés à s'adapter à l'évolution des compétences exigées tout en accroissant la productivité et augmentant les niveaux de rémunération pour lutter contre le banditisme, la délinquance juvénile, le chômage. Et puis dans l'actualité également, le gouvernement renforce son engagement pour la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé avec le panel des facilitateurs de l'Union africaine et une délégation religieuse américaine. Ces derniers sont déterminés à accompagner la mise en œuvre de l'accord RDC-Rwanda signé à Washington. Le processus de paix dans l'est de la RDC franchit une nouvelle étape. La première ministre Judith Suminwa a reçu le panel des facilitateurs de l'Union africaine, conduit par les anciennes chefs d'État, Zael Work Zwende et Catherine Samba Panza. Les deux médiatrices saluent l'accord de Washington signé fin juin et appellent la population à s'en approprier pour consolider la stabilité. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Nous pensons que ça évolue dans le bon sens. J'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays. Dans le même élan, la diplomatie religieuse s'invite au processus. La chef du gouvernement a échangé avec une délégation des pasteurs américains du Bureau de la foi de la Maison Blanche. Objectif,
apporter un soutien spirituel à l'accord de paix RDC-Rwanda et prier pour sa pleine application. Well, of course, it was really wonderful being with Her Excellency, Madam Prime Minister. C'était merveilleux d'être avec son Excellence, Madame la Première Ministre. C'était particulièrement une grâce d'être ici en tant que membre du Conseil national de la foi. Il y a une grande appréciation pour tout le travail qui est abattu ici au travers du pasteur Paula White et surtout de ce que le président Trump est en train de faire avec la mise en place de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Deux initiatives qui traduisent l'engagement du gouvernement à œuvrer pour une paix durable sous la conduite du président Félix Tshisekedi. Allez, on va ouvrir une page santé dans ce journal. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre la malnutrition infantile. La validation ou le protocole national sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë PPCMA édition 2025 a été validé. Cet outil unique et innovant, financé par l'OMS et le PAM, marque un tournant pour de milliers d'enfants. Un reportage au cœur d'une collaboration multidisciplinaire sous la supervision de plus hautes instances de la santé pour un avenir plus sain en RDC. Je voudrais vous dire merci et vous dire que l'OMS est toujours avec vous. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape décisive dans sa lutte contre la malnutrition. Après plusieurs jours de travaux intensifs, le pays a techniquement validé son protocole national sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë, édition 2025, ainsi que les outils opérationnels qui l'accompagnent. Un document unique, fruit d'un engagement fort pour améliorer la qualité de la prise en charge de cette maladie dévastatrice, avec une particularité notable, son approche axée sur les cycles de vie. Et je salue l'engagement de tous les participants à faire de ces documents un instrument pertinent et efficace pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces documents, fruit de vos efforts combinés, est désormais prêt à être mis en œuvre et à contribuer à prévenir et à prendre en charge correctement les enfants souffrant de la malnutrition aiguë en RDC. Cet atelier important a été rendu possible grâce au financement de l'Organisation mondiale de la santé via Irish Aid et du Programme alimentaire mondial. Il s'est déroulé sous la supervision éclairée du secrétaire général de la santé publique et hygiène ainsi que de la conseillère régionale en charge de la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments au bureau EMS Afrique. Une collaboration fructueuse qui a réuni une équipe multidisciplinaire d'experts. L'objectif, c'était d'avoir tout cet arsenal des experts qui ont eu à participer dans l'enrichissement du document. Et nous sommes satisfaits de l'apport de tout un chacun, parce que chaque expert dans son domaine a eu vraiment à contribuer pour que le document soit plus riche qu'avant. La participation d'une équipe multidisciplinaire, incluant des représentants des partenaires techniques et financiers, du programme académique et des divers ministères, témoigne de la volonté collective de lutter efficacement contre ces fléaux. Avec ces nouveaux protocoles validés, la RDC se dote d'un outil de référence puissant, prêt à être déployé sur le terrain pour sauver des vies et offrir un avenir plus prometteur à des millions d'enfants. Un signal fort d'espoir pour la santé infantile en RDC. Alors que Kinshasa se prépare à affronter une nouvelle saison de pluie, la capitale congolaise pourrait transformer ses défis environnementaux en opportunités en misant sur la prévention et la mobilisation citoyenne durant cette saison sèche. Cela peut lui éviter les inondations récurrentes et les drames humains qui les accompagnent. Sophie Kanjinga, Fidéline, en fait le point. La saison sèche représente une grande opportunité stratégique pour les autorités compétentes de procéder à l'assainissement en profondeur de la ville-province de Kinshasa, durement éprouvée pendant la période pluvieuse. Les déchets plastiques omniprésents dans la capitale sont à l'origine de nombreuses maladies, en plus d'entraver la circulation des eaux vers les grands cours d'eau. Leur durée de décomposition pouvant atteindre 400 ans aggrave leur impact environnemental. Face à cette urgence, il devient impératif de combattre l'indifférence collective qui conduit la population à jeter ces sachets non biodégradables partout dans la ville. Cette lutte passe par le renforcement de la législation sur l'hygiène publique avec l'instauration de pratiques obligatoires
assorties des sanctions exemplaires pour les contrevenants. Le ramassage systématique des déchets durant la saison sèche, leur traitement et leur acheminement vers une décharge finale sont des mesures salutaires pour la préservation de la santé publique et de l'environnement. Ces derniers, reconnus comme un droit fondamental par le droit humanitaire international, méritent une protection rigoureuse. Il est tout aussi essentiel de sensibiliser la population aux effets dévastateurs du plastique et de vulgariser les pratiques d'hygiène quotidienne, comme le dit si bien un adage, un peuple propre, c'est celui qui sait quoi faire et où jeter les déchets qu'il produit. Allez, prenons cette information avant de nous quitter. Elle est utilisée dans la cuisine des pays à climat tropical, plus souvent à RDC. La plante dénommée fougère, en Lingala missilis. Cependant, il importerait d'en savoir les vertus qui poussent à cette préférence. Judith Bossedi nous en dit plus. Les fougères, dénommées en Lingala missilis, sont un creuset d'innombrables vertus pour la santé humaine. Utilisées en phytothérapie, elles sont utiles pour leurs effets contre les vers intestinaux et même en étant anti-inflammatoires et potentiellement aussi en aidant les hypotenseurs. Les fougères missilis sont également riches en fibres et protéines pour la cuisine. Elles interviennent également pour la peau humaine dans certains produits cosmétiques pour leurs propriétés hydratantes, anti-âge et régulatrices des tensions artérielles. En termes d'environnement, elles absorbent les substances nocives présentes dans l'air intérieur telles que le formaldéhyde et le benzène qui purifient l'air dans l'entourage. En jardinage, les fougères peuvent être utilisées comme répulsifs naturels contre les parasites pour protéger les plants des tomates. Concluons en disant que certains fougères peuvent être toxiques, notamment les rhizomes, et qu'il faut savoir les détecter. Allez, fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Au revoir.